Hello, mon nom est Arnaud et je veux encore vous parler de mon projet informatique Genetrix. Après la première vidéo d'introduction assez courte, que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas déjà fait, voici une seconde vidéo de présentation un peu plus détaillée. Il y aura un peu de redite ici, mais surtout beaucoup de nouveaux, puisqu'on va balayer les concepts clés du projet à ce jour. Alors, je vous propose de suivre ce chemin pour la présentation du projet, qui procède par couches successives, ou presque. Un petit avertissement, ne vous laissez pas troubler par les couleurs dans ce support, leur fonction de distinguer certains éléments des autres sur une diapositive. Mais la couleur n'aura pas de sémantique associée qui se conserve sur l'ensemble des diapositives. Et aussi, j'aime bien les couleurs. Donc le chemin, pour commencer, plantez le décor en rappelant ce que sont informatique de gestion, batch, TP et progiciel de gestion intégré. Ensuite, qu'est-ce que Genetrix, son interface web, son framework, ses modules à aujourd'hui. La place de l'ontologie dans Genetrix et sa structure en métagraphe, le langage Flynn, création originale et pilier du projet, esquisser le traitement automatique du langage dans Genetrix, et pour finir, l'orientation de l'implémentation du projet, tout un programme. Le but de l'informatique de gestion, c'est de gérer les données et les processus métiers dans les organisations. En premier lieu, les données textuelles, nom, adresse ou numérique, date de naissance, code postal, solde du compte. Sur cette diapositive, je donne quelques exemples d'objets traités en informatique de gestion et de types d'applications concernées. Compte, comptabilité, client, CRM, pour Customer Relationship Management, pour la gestion commerciale d'une entreprise. Livre, gestion d'une médiathèque. Personne, logiciel de gestion des ressources humaines, mais on retrouve aussi des personnes dans quasiment toutes les applications de gestion. Produits, applications de logistique, de gestion de stock. Comme vous le voyez, les exemples concernent des applications destinées plutôt aux entreprises qu'aux particuliers, mais ce n'est pas une condition. Petite parenthèse à propos de l'informatique de gestion, il y a historiquement deux modes de traitement des données. Le TP, pour Transaction Processing, et le batch, traitement par lot. Aujourd'hui, la technologie a apporté de nouvelles possibilités, API, microservices, files d'attente, qui viennent troubler cette vision simple, mais pour une vidéo d'introduction accessible aux néophytes, ça me paraît suffisant. Le TP, c'est par exemple quand un utilisateur clique sur un bouton dans son application pour afficher le solde de son compte. Une transaction est initiée et le résultat est affiché très rapidement sur l'interface de l'utilisateur. Idéalement, temps de réponse inférieur à la seconde. Le batch, c'est par exemple quand on va traiter les comptes de tous les clients dans un même traitement planifié chaque jour ouvré à 21h par exemple. Le volume de données peut être très grand et le temps de traitement long, en minutes, parfois en heures. Pour refermer la parenthèse, précisons que Genetrix a une interface web qui lui permet de faire du TP et qu'il est aussi capable d'exécuter en mode batch des scripts écrits en langage Flynn. Genetrix se veut être un logiciel de gestion intégré. Alors qu'est-ce qu'un PGI? Je vous lis l'extrait à mon avis le plus significatif de la page Wikipédia sur le sujet. Le principe fondateur d'un PGI est de construire des applications informatiques de manière modulaire et intégrée au niveau des traitements offerts. Les différents modules qu'ils composent sont indépendants mais parfaitement compatibles entre eux, et de manière rigoureuse et cohérente au niveau des données gérées, partage d'une base de données unique et commune. Genetrix respecte ce principe en proposant des applications portées par des modules distincts mais qui collaborent entre eux et utilisent la même base de données. Cette base de données est unique par communauté et n'est partagée avec aucune autre. Ça peut être une contrainte dans certains cas, mais ça garantit une étanchéité des sites Genetrix. L'idée est qu'on est là pour fournir des services à une communauté, pas pour récolter des données sur les utilisateurs. Je parle de communauté, car aujourd'hui Genetrix, qui est toujours en développement, n'est pas fermement orienté vers les entreprises, contrairement au logiciel de gestion intégré en général. La traduction anglaise de PGI est d'ailleurs ERP pour Enterprise Resource Planning, qui cible explicitement les entreprises. Remarquons que ERP possède une sémantique complètement différente de PGI, tout en désignant le même type d'application. Illustration de l'algorithme,
Traduire, c'est trahir. J'ai tendance à utiliser la locution système de gestion au lieu de PG. Vous avez peut-être remarqué aussi que dans la vidéo d'introduction, j'avais mis l'accent sur la notion de portail web et non sur celle de progiciel de gestion intégré, qui sont différentes mais pas incompatibles. Et d'ailleurs Genetrix me semble être à l'intersection des deux. Pour vous faire une idée concrète de ce à quoi ça ressemble, voici une copie d'écran de Genetrix à date. En version 0.71, dans la feuille de style Snow, il y en a 3 différentes. En français, 3 langues gérées aussi. Sans rentrer dans les détails, on a un menu à gauche qu'on peut masquer et réafficher grâce au bouton hamburger, des onglets en haut qu'on peut ouvrir et refermer grâce au bouton plus et X, à droite en dessous, l'affichage principal. Ici, c'est la console de l'interpréteur du langage Flynn. Les résultats des exécutions successives s'affichent en dessous dans le journal. L'interface utilisateur de Genetrix est donc, vous l'aviez compris, une interface web. Voyons ici quelques points de sa conception. Déjà vu sur la diapositive précédente, Genetrix a une gestion d'onglets interne qui permet d'afficher plusieurs pages dans le même onglet du navigateur. L'affichage s'adapte aux dimensions de l'écran, c'est la base du responsive design. On a besoin d'une seule interface donc pour tous les supports, smartphone, tablette et écran d'ordinateur. L'encodage des caractères se fait en UTF-8, ce qui permet de gérer les caractères non latins, cyrillique, japonais, chinois, etc. On utilise Ajax, Asynchronous JavaScript. C'est à peu près un standard pour restreindre la mise à jour de l'affichage à la zone concernée sans recharger ou perturber le reste. Entre autres, ça permet de diminuer le volume des données calculées sur le serveur, transmises et affichées par le navigateur. C'est d'ailleurs un leitmotiv dans la conception de Genetrix, utiliser moins de ressources machines, utiliser moins de ressources réseau, diminuer les temps de réponse et d'affichage. Des principes qu'on regroupe aujourd'hui sous l'appellation de Green Coding. Encore un dernier point sur la conception de Genetrix, pas lié à une interface web, mais je le mets ici quand même, tant pis pour mon karma, c'est la sécurité. En plus des précautions mises en place par l'hébergeur du site sur son data center, Genetrix implémente des classiques. Citons connexion par user mot de passe avec renouvellement périodique obligatoire, absence dans l'historique, règle de composition du mot de passe qui est stocké haché en base de données comme il se doit. Gestion des droits des utilisateurs par attribution de groupes, jetons de sécurité pour l'unicité des mises à jour, nettoyage systématique des données reçues par le serveur, selon l'adage « Sanitize your data ». Bannissement temporaire des adresses IP en cas de comportement douteux, c'est-à-dire certaines erreurs répétées fréquemment pendant une courte période. Le framework. Encore une fois, je vous lis un extrait de la page Wikipédia. En programmation informatique, un framework, appelé aussi quadriciel, est un ensemble cohérent de composants logiciels structurels qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou partie d'un logiciel. Genetrix n'utilise pas de framework externe. Il a son propre framework, apporté par des modules qu'on peut qualifier d'outils, mais qui ne sont pas structurellement différents des modules métiers. La frontière entre les deux n'est d'ailleurs pas formelle. La diapositive suivante liste tous les modules à ce jour. Une fonctionnalité disponible dans un module peut, et doit le cas échéant, être réutilisée dans un autre, parfois au coût d'un peu de refactoring si ça n'a pas été prévu dès le départ. En règle générale dans Genetrix, les maquettes des objets métiers affichés sont communes à tous les objets. Les informations et les boutons sont toujours disponibles au même endroit des maquettes, ce qui permet de standardiser l'interface et de réduire la durée d'apprentissage des utilisateurs, tout en améliorant l'automatisation de l'implémentation. Genetrix est doté de nombreux encodeurs, chacun ayant pour objet de générer un type de fichier particulier, soit au niveau des modules pour leur conception et leur installation, soit au niveau des objets métiers pour l'exécution des actions d'affichage ou de mise à jour. Indépendamment des encodeurs, l'interpréteur de Flynn permet de récupérer le code SQL généré par les requêtes d'interrogation, qui peuvent être complexes. Pour finir, Genetrix embarque un lexique multilingue, alimenté avec le vocabulaire utile à chaque module. Chaque langue a sa grammaire, qui génère des énoncés simples affichés par le site, les énoncés plus sophistiqués étant paramétrés. Dans le sens analyse d'un énoncé,
On fait juste assez d'analyse grammaticale pour pouvoir passer un syntagme du singulier au pluriel. C'est OK dans 3/4 des cas. Voici la liste des modules à date. Par convention, les modules sont nommés par un prénom de 5 lettres, de genre et d'origine variée. Tant qu'il y en a moins de 26, leur initiale est gardée différente. Alors, je ne vais pas décrire tous ces modules par le menu, juste quelques remarques. Betty est le module fondamental, il apporte l'ontologie de Génétrix et la plupart des mécanismes de fonctionnement. Flynn apporte l'interpréteur de langage Flynn et la possibilité aux utilisateurs de créer leurs propres ontologies sur le site. Edgar est le balbutiement d'un ETL, acronyme de Extract Transform Load, c'est-à-dire un middleware pour faire communiquer les applications entre elles dans des formats hétérogènes. Wikipédia m'apprend que le terme français pour ETL est extracto-chargeur. Jamais entendu, mais j'adore. Isaac permet de gérer des projets et des tickets. À la date de cette vidéo, la partie rapport d'Isaac reste à implémenter. Nila permet d'envoyer des requêtes à des LLM distants et embarque une console de chat élémentaire. Fong est un petit module pour trouver des créneaux horaires communs pour une réunion, un restaurant, etc., avec des personnes de sa communauté ou qu'on invite. Moana apporte un forum de discussion avec sections, sujets et commentaires. Les commentaires peuvent être utilisés dans d'autres modules, ce qui fait quasiment de Moana un module outil. Layla, pour une base de données musicale, quasiment vide aujourd'hui, qui permet de créer ses playlists avec paroles et partitions, comme celle que j'avais sur mon antique site perso, du temps où je jouais de la guitare. J'ai surtout créé ce module pour essayer d'entraîner un ami informaticien et musicien dans l'aventure Génétrix, mais ce n'est pas encore un succès. L'ontologie, enfin. Avant de voir comment est constituée l'ontologie, ce sera sur la diapositive suivante. Disons simplement que l'ontologie de Génétrix est une description formelle de Génétrix contenue dans sa base de données. À l'installation de Génétrix, on commence par alimenter cette description en base à partir de fichiers Flynn. Chaque module a ses propres fichiers, qui à l'origine du projet ont été saisis manuellement. Une fois que l'ontologie est alimentée, le développeur peut générer le code PHP des objets métiers, celui qui est exécuté quand l'utilisateur clique sur un bouton pour créer un ticket ou sur un lien pour afficher une partition. On ne va pas se mentir, aujourd'hui la génération de ce code, c'est du prêt-à-porter. La plupart du temps, le code est utilisable tel quel, mais il faut parfois faire des retouches. C'est-à-dire le compléter manuellement de toutes les règles de gestion qui ne sont pas présentes dans l'ontologie. Il n'y a pas tout. Pour avoir de la haute couture, il faudra compléter l'ontologie et les encodeurs. À partir de l'ontologie, le développeur va aussi pouvoir régénérer les fichiers de définition des modules qui ont en premier lieu alimenté l'ontologie, en les enrichissant de certaines infos qui pourraient manquer, en les piochant dans les autres modules ou en faisant appel à un LLM. Ça, c'est vrai pour l'alimentation du lexique. L'ontologie peut aussi être enrichie par des inférences qui appliquent des règles prédéfinies. Ça, c'est surtout utilisé quand on crée un nouveau module. Et aussi, bien sûr, on peut corriger l'ontologie à la main via l'interface web. Enfin, pour des raisons de performance, de robustesse et de sécurité, Génétrix n'accède pas à l'ontologie à chaque fois qu'on le sollicite. Il va lire dans des fichiers de configuration ce qu'il peut faire et quels sont les droits. Ces fichiers sont aussi générés par des encodeurs dédiés. Et encore une dernière remarque sur sa diapositive, la console des encodeurs, elle-même dans Génétrix, permet aux développeurs de comparer le code généré avec sa version courante avant de l'installer ou pas. De quoi est constituée l'ontologie de Génétrix? De liens. Avant d'aller plus loin, il faut que je présente mes excuses à tous ceux qui connaissent déjà les ontologies parce qu'ils œuvrent au web sémantique par exemple. Je n'utilise pas le vocabulaire commun sur ce sujet. La raison en est historique. Je suis parti d'une page blanche en quelque sorte pour décrire mon vieux site perso dans une structure formelle, un tableau associatif PHP au début, puis une table dans une base de données relationnelle ensuite. Quand j'ai levé la tête du guidon pour essayer de voir si ce que j'avais fait se rapprochait de quelque chose de connu, je suis tombé sur les notions de graphe de connaissances et d'ontologie. Mais le vocabulaire que j'avais choisi était différent. Aujourd'hui, c'est gravé dans le code, je ne vais pas le changer, ce serait trop coûteux. Donc la chose habituellement nommée arc ou arête dans un graphe, ou triplet dans une ontologie, se nomme ici lien, et est constituée d'un nœud, d'une relation, d'un nœud lié
et d'un état. Ça, c'est un ajout de Genetrix. Autre particularité qui est plus fondamentale, c'est que les liens peuvent eux-mêmes être utilisés comme éléments d'un autre lien. C'est ce point qui fait de la structure de l'ontologie de Genetrix un métagraphe, terme que j'ai découvert il y a très peu et qui semble avoir d'autres usages. Contrairement à mon habitude, je ne vous fais pas la lecture de la page Wikipédia, je ne l'ai pas trouvée. Autre intérêt d'adosser une ontologie à un système de gestion, c'est d'utiliser des liens pour relier des objets métiers du système de gestion entre eux ou aux éléments de l'ontologie. Par exemple, pour dire l'utilisateur Arnaud est le créateur du sujet lorem ipsum. Le langage Flynn est nommé d'après le module qui porte son interpréteur, Flynn, mais sans la majuscule et avec un seul N à la fin. On verra quelques exemples d'instructions sur la diapositive suivante. 1. À l'origine, j'ai développé le langage Flynn simplement pour créer les liens dans l'ontologie, c'est-à-dire réaliser des inserts dans la table des liens. La syntaxe a été progressivement complétée pour mutualiser les déclarations et rendre le langage plus pratique. 2. L'ontologie étant un métagraphe, les liens peuvent être composés et les requêtes SQL Select pour interroger l'ontologie peuvent devenir pénibles à écrire. J'ai donc adapté le langage pour qu'on puisse rédiger des instructions d'interrogation directement en Flynn. L'interpréteur va générer une requête SQL, puis l'exécuter pour obtenir le résultat. 5. Je ne suis pas l'ordre. J'ai plus tard ajouté la possibilité de récupérer le code de la requête SQL dans un format directement utilisable dans le code exécutable de Genetrix. 3. Lors de l'installation de Genetrix dans un nouvel environnement, on alimente l'ontologie, mais on alimente aussi le système de gestion, par exemple pour créer l'administrateur, les groupes, les tables de paramétrage. C'est le troisième point de la diapositive, exécuter des actions sur les objets métiers. Tout ce que l'utilisateur peut réaliser dans l'interface web peut être réalisé dans un script Flynn. 4. Ces actions sur les objets métiers, quand il s'agit de mise à jour, vont alimenter des tables dédiées dans la base de données, qu'on peut aussi interroger en Flynn, possiblement en composition avec les liens de l'ontologie. 6. Pour finir, Flynn permet de réaliser des inférences en combinant interrogations de l'ontologie et ou du système de gestion avec des déclarations et ou des exécutions. Je crois qu'il est temps de passer à quelques exemples. Il y aura, ou il y a déjà au moment où vous regardez ça, une série complète de vidéos sur le langage Flynn, donc je ne fais qu'effleurer le sujet ici. Une remarque préliminaire, dans l'ontologie de Genetrix, les objets métiers sont nommés entités, terme qui est utilisé avec un sens plus étendu dans les ontologies du web sémantique. Premier exemple, alimenter l'ontologie. Moana a pour entité commentaires, forums, news, etc. L'état des liens n'est pas précisé ici, c'est l'état par défaut qui sera appliqué. Deuxième exemple, interroger l'ontologie. Quelles sont les entités de Moana? Le préfixe $ indique une variable qui sera alimentée par l'instruction. Le suffixe -t permet d'obtenir le terminal du nœud lié, c'est-à-dire commentaire, forum, etc. Sinon, la requête ne renverra que l'ID du nœud lié, c'est-à-dire un numéro. Troisième exemple, exécuter des actions. Ici, on exécute deux actions. Pour chacune, la première instruction avec le caractère % déclare l'action et ses paramètres. La seconde, avec le caractère chapeau, exécute l'action avec les arguments entre accolades. On commence par rechercher l'ID du domaine public dans la p-table des domaines. Les p-tables sont des tables de paramétrage. Puis on crée la news nouvelle dans le domaine public. Notez le préfixe euro qui indique une variable fournie à l'instruction. Quatrième exemple, interroger les entités. On lit dans la table des news celle dont le titre est nouvelle et on ramène les colonnes entre accolades. Cinquième exemple. Générer le code SQL. La variable de contrôle $_GenereCodeRequête indique à l'interpréteur que les interrogations suivantes ne sont pas à exécuter et fixe la variante du code généré à restituer. L'interrogation porte ici sur la composition d'un lien AF avec un lien champ-clé à l'état ref.
6e exemple. Réaliser des inférences. On a ici entre accolades plusieurs interrogations qu'on repère par la présence de variables en sortie préfixées par $, et une déclaration qui n'en a pas. L'inférence peut s'énoncer ainsi: pour toutes les entités du module fournies en entrée qui ont supprime en action d'AF ou de MAJ, et F pour état possible, alors F est état d'autorisation de l'action supprime. Pour finir sur Flynn, c'est un langage de script limité. Il y a peu d'opérateurs logiques et arithmétiques, peu de structures de contrôle, on n'en a vu aucun sur sa diapositive, mais il fait ce dont Genetrix a besoin aujourd'hui, et par le passé, j'ai toujours pu rajouter les nouvelles fonctionnalités dont j'avais besoin, donc je suis optimiste à son sujet. Un petit tour du côté du traitement automatique du langage, TAL en français, NLP en anglais pour Natural Language Processing. Il y a longtemps, dans une lointaine version de Genetrix, les messages étaient codés en dur dans un fichier PHP avec quelques balises variables pour les nombres et les marques de pluriel. Cette démarche simple était néanmoins limitée et un jour, j'ai décidé d'investir dans un module dédié au TAL. Les 2 premières étapes ont été de créer un lexique et associer les éléments de l'ontologie à des éléments du lexique. C'est ce qui est représenté schématiquement ici. Les associations sont en général celles-ci: une action de mise à jour est reliée à un verbe, une action d'affichage à un nom, un état, un adjectif, etc. Mais il y a des cas tordus. Quand j'ai commencé à essayer de générer des énoncés, j'ai rencontré un double problème. À quel élément d'ontologie associer une préposition? Et comment construire une structure sémantique qui puisse être facilement transformée en énoncé? Je suis arrivé à la notion de rôle sémantique, nommé RS dans Genetrix. Les différents RS se retrouvent associés à des prépositions, des marques de ponctuation ou rien du tout. Précisons que l'usage fait du RS dans Genetrix ne correspond que partiellement à celui du rôle sémantique décrit par Wikipédia. Aujourd'hui, mieux vaudrait considérer que RS n'est plus l'acronyme de rôle sémantique, quelque chose comme rôle sémantico-grammatical. Dans le sens contraire, l'analyse des énoncés, les possibilités d'analyse grammaticale sont aujourd'hui très sommaires. Comme dit précédemment, on arrive à analyser correctement dans les 3/4 des cas les syntagmes nominaux du lexique pour les mettre au pluriel. C'est le besoin aujourd'hui. L'analyse sémantique est prévue, mais c'est un gros, très gros morceau. Et en l'absence de cas d'usage immédiat, je procrastine. Je prévois de faire une vidéo entièrement dédiée au traitement automatique du langage pour décrire mon exploration encore superficielle du sujet. Pour clore ce chemin de présentation, discutons un peu paradigme de programmation. Je suis un déçu de la programmation orientée objet. J'ai découvert la POO dans les années 90 via un cours de C++ que m'avait passé un ami, et j'ai été d'abord complètement séduit par la démarche. Le hasard de ma vie professionnelle a fait que mes premières missions étaient en COBOL, souvent avec l'AGL Packbase, AGL Atelier de Génie Logiciel. Je n'ai rejoint le monde objet que plus tard avec des applications Java, et ce que j'y ai trouvé m'a laissé dubitatif. Je ne vais pas m'étendre ici sur le pourquoi, mais la conséquence est que je n'ai pas utilisé l'implémentation orientée objet, exception faite des grammaires du module de TAL, car là j'y ai trouvé un bénéfice. Genetrix est implémenté en PHP, en programmation procédurale, et aussi d'un certain point de vue en programmation séquentielle, car des portions de code à exécuter à la suite sont fréquemment placées dans des fichiers appelés par includes, sans changement d'espace de nom. L'orientation objet est cependant conservée au niveau des objets métiers, qu'on appelle les entités, pour rappel. Celles-ci ont des attributs, des méthodes, qu'on appelle actions, et peuvent hériter des actions de leur entité parente. L'entité entité étant implicitement parente de toutes les autres. L'ontologie a pour but de décrire formellement les composants de Genetrix afin que son code puisse être généré à partir de l'ontologie. Il reste du travail pour que cette génération soit complète. Je pense que mon projet rejoint l'approche d'Ontology Driven Software Development, approche encore plus marginale que celle des ontologies, semble-t-il. Lors des refactorisations nombreuses et tentatives successives pour faire se correspondre le code source et le modèle d'ontologie de Genetrix, il m'est apparu que la brique fondamentale n'était pas l'objet, mais la relation, au sens de relation du lien, comme vu à la diapositive 11.
La relation a donc une existence bien concrète dans le code exécutable de Génétrix. Par ailleurs, la plupart des fichiers et fonctions PHP sont nommés selon un lien de l'ontologie. Tout ceci m'amène à imaginer qu'on a ici les prémices d'un nouveau paradigme de programmation orientée relation. La relation serait sous-jacente de la notion de classe du modèle objet ou de la notion de contrôleur du modèle MVC, mais c'est un sujet à creuser et à discuter en dehors de cette présentation. En conclusion, je vous invite à découvrir le site de test de Génétrix qui est en ligne. Chacun peut s'y créer un compte et bricoler Adlib. Depuis la version 0.71, on peut même créer des ontologies personnelles et expérimenter Flynn grâce à son interpréteur, qui fait lui-même partie de Génétrix. Voilà, cette présentation superficielle de mon projet devrait vous laisser avec encore plus de questions que vous n'en aviez au début, mais j'espère qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du design UX/UI de Génétrix. N'hésitez pas à liker, à commenter, à faire suivre cette vidéo, et à tout bientôt pour la suite de mon aventure de dev.